Bonjour et bienvenue au podcast de la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau, la table de développement social du quartier Plateau-Mont-Royal. Mon nom est Guillaume Grenon et j'animerai pour vous les épisodes de ce nouveau projet de podcast de quartier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de Parrainage civique Montréal, un organisme qui œuvre depuis la fin des années 70 afin de contribuer à l'épanouissement personnel de personnes ayant une déficience intellectuelle par un lien d'amitié avec un parrain ou avec une marraine. Plus spécifiquement, nous allons aborder 4 principaux sujets: l'intégration et la participation sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, les diverses activités offertes par Parrainage civique Montréal, un projet d'application web adapté aux personnes ayant une déficience intellectuelle et on va terminer avec la défense des droits et des intérêts des personnes ayant une déficience intellectuelle. Pour aborder ces sujets, nous recevons aujourd'hui 3 membres de l'équipe de Parrainage civique Montréal. D'abord, Cécile Vargas, coordonnatrice des programmes d'intégration, de jumelage et de sensibilisation citoyenne. Bonjour Cécile, merci de participer à l'enregistrement d'aujourd'hui. Bonjour Guillaume, merci à vous. Ensuite, nous recevons aussi Cynthia Hébert, coordonnatrice aux loisirs et aux activités du parrainage. Bonjour Cynthia, bienvenue au podcast. Bonjour, c'est un plaisir, merci. Super. Finalement, nous recevons aussi Mathilde Wyss, chargée de projets spéciaux et de l'organisation communautaire. Salut Mathilde, merci de l'intérêt porté au projet de podcast mis sur pied par la CDC. Allô Guillaume, merci à toi. Pour débuter la discussion, j'aimerais qu'on prenne le temps de présenter Parrainage civique Montréal. Cécile, est-ce que tu pourrais nous parler de la mission, des valeurs et des objectifs de Parrainage civique Montréal? Oui, alors la mission du Parrainage civique Montréal, c'est simple, c'est l'accompagnement de la personne vivant avec une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme dans son intégration et sa participation sociale. Et ce, au travers de valeurs qui nous tiennent à cœur, des valeurs de respect, de partage et d'amitié et de relations d'égal à égal. Nos objectifs sont multiples. Nous souhaitons que le membre FIEL puisse bénéficier d'une relation de jumelage privilégiée avec un ou une bénévole sur du long terme et qu'il y trouve un épanouissement majeur. Nous souhaitons également pouvoir contribuer au développement de ses habiletés sociales, de son implication dans sa communauté et de son épanouissement au travers des activités au Parrainage civique Montréal. Et Cécile, tu es coordonnatrice des programmes d'intégration, du jumelage et de la sensibilisation citoyenne. J'aimerais qu'on aborde ces 3 éléments séparément. D'abord, en ce qui a trait à l'aspect de l'intégration. Comment Parrainage civique Montréal contribue-t-il à l'intégration des personnes qui ont une déficience intellectuelle et qu'est-ce que ça l'apporte à ces personnes-là? Pour répondre à votre question, je vais vous faire part des arguments que nous mentionnent les membres lorsqu'ils nous contactent pour intégrer le Parrainage civique Montréal. Et avec le jumelage, les FIEL nous disent souhaiter briser mon isolement, avoir un ami qui pourrait être pour moi une personne significative, importante, découvrir de nouvelles activités, renforcer ma confiance en moi, ma capacité à aller vers l'autre. Et finalement, c'est au travers de cette relation d'amitié avec le ou la bénévole que la personne FIEL va développer un réseau social, découvrir de nouvelles activités ou encore trouver un soutien amical face aux différents défis qu'elle aura à relever. Puis, au niveau du jumelage, qui est au cœur de la mission et des valeurs de l'organisme, comment ça prend forme? Comment est-ce que vous procédez pour créer des jumelages et aussi comment une personne peut-elle devenir parrain ou marraine si ça l'intéresse? Le jumelage, en fait, c'est la rencontre entre un membre FIEL qui vit avec une déficience intellectuelle et qui est en recherche d'un lien d'amitié particulier et un ou une bénévole qui souhaite s'ouvrir à une nouvelle amitié et qui aimerait donner de son temps, de son énergie et de son cœur pour une personne en particulier. Et cette relation d'égal à égal qu'on obtient permet à chacun d'entre eux d'évoluer, de s'ouvrir à de nouveaux horizons et d'avoir le sentiment d'être privilégié dans cette relation unique. Et les bénévoles sont en sous-nombre en fait au Parrainage civique Montréal par rapport aux nombreux membres filleuls qui attendent un jumelage.
Et de ce fait, le bénévole a la dure tâche de décider quel membre il va rencontrer sur quelques profils que je lui présente. Ensuite, le membre filleul est contacté et je lui demande s'il serait d'accord pour rencontrer à son tour le bénévole. Et pour devenir parrain et marraine, c'est très simple. Il suffit de nous contacter par notre site internet ou en nous appelant. Si vous avez plus de 18 ans, que vous souhaitez vous engager sur du long terme avec l'un ou l'une de nos membres et clairement changer votre vie à tous les deux, n'hésitez pas, contactez-nous. Parce que ce qui est important pour nos membres, c'est que le ou la bénévole fasse preuve d'ouverture d'esprit et ait un peu de temps à lui consacrer, c'est environ 5 heures par mois, et qu'il ou elle souhaite avoir du fun avec son filleul. Puis lorsque vous parlez de long terme, qu'est-ce que ça signifie, le long terme? En fait, ça signifie qu'il n'y a pas de date butoir. C'est-à-dire que ce n'est pas un engagement sur une durée donnée de 3, 6 mois, 1 an. C'est essayer de voir l'avenir devant soi avec son filleul ou avec son parrain ou sa marraine. C'est de regarder vers l'avenir et sans se dire que on n'a plus que quelques mois à faire des activités ensemble ou quoi. Non, non. On peut passer des fois, on a des relations qui ont plus de 30 ans d'amitié, donc c'est ça. Wow, je comprends. Donc, l'idée, c'est pas de se dire, j'aurais envie de donner du temps, du bénévolat, c'est quelque chose qui m'intéresserait, je serais disponible pour la prochaine année, je vais avoir un peu plus de temps à consacrer. C'est pas vraiment un profil que vous recherchez plus quelqu'un qui est prêt à s'engager, puis ça va être jusqu'à ce que le temps le voudra bien. Exact. En fait, il faut un petit peu de stabilité dans le quotidien du bénévole. Bien que c'est tout à fait normal, toute vie a ses chamboulements, a ses évolutions, travail, vie de famille, amicale, déménagement, et ça rentre quand même en jeu. On n'est pas là pour brider les personnes, au contraire, mais que ça évolue, que cette relation d'amitié, comme n'importe quelle autre relation, elle évolue dans le temps avec tous les changements qu'on peut avoir dans notre vie. Très bien. En ce qui a trait à l'aspect de la sensibilisation citoyenne, on va pouvoir y revenir un peu plus tard, mais pour l'instant, j'aimerais me tourner vers Cynthia pour parler un peu des activités offertes à Parrainage Civique Montréal. Cynthia, j'ai pris le temps de survoler votre site internet de Parrainage Civique Montréal et j'ai été impressionné, honnêtement, par le nombre d'activités qui sont organisées ainsi que par la diversité des types d'activités. On parle des activités culturelles, sociales, sportives, de loisirs, de bien-être, de défense de droits et plus encore. Est-ce que tu peux nous parler un peu des activités qui sont offertes par votre organisme? Oui, tout à fait. Il y a de quoi être impressionné. On propose à tous nos membres, autant les personnes qui s'inscrivent pour un jumelage comme filleul que pour les bénévoles, une programmation régulière avec 11 ateliers pour la session d'automne qui commence en septembre et une session d'hiver qui commence en janvier. Il y a aussi normalement des sorties d'été à 3 fois semaine, mais là, on est en programmation spéciale atelier virtuel qui va se poursuivre d'ailleurs en automne. Ces rencontres se font dans un climat de soutien, d'amélioration de soi les uns les autres. C'est dans l'envie d'inclure tout le monde à la discussion, à participer activement à l'activité. Un exemple, en fait, je peux tout vous nommer ça, là, Brain Jazzette, par exemple, est un atelier qui est bon pour apprendre à s'affirmer, puis à apprendre plus sur les autres, à écouter l'autre. À vivre heureux et en santé, on présente des nombreux sujets liés à la santé mentale, la santé physique, les relations saines, la défense des droits, tout ça avec du contenu informatif avéré. Pour tous nos ateliers, on s'assure que l'information soit basée sur la science. Ça va nous aider à démystifier, ça va nous aider à créer des bons objectifs avec les bons moyens aussi. On a du contenu un petit peu plus divertissant, comme par exemple l'atelier Saveurs du Monde, où on apprend sur les différentes cultures. Puis habituellement, on goûte aux saveurs du pays, mais bon, là, à distance, on encourage les gens à aller chercher la nourriture par eux-mêmes, là, c'est sûr. Là. Mais d'habitude, on mange ensemble, puis c'est la même chose justement à l'atelier de cuisine collective. Ça sent très bon, puis les gens apprennent plein de compétences au niveau sanitaire, puis de sécurité, puis tout ça.
Puis, on a aussi des activités artistiques comme en art visuel, le cours de musique, le cours de danse, l'atelier de théâtre avec une troupe de théâtre amateur qui s'appelle les Spargolos. Ces activités artistiques-là génèrent concrètement des œuvres qu'on va exposer à l'interne, entre autres dans notre gala, mais aussi on expose ça au niveau du grand public, par exemple à la Maison de la culture de l'arrondissement du Plateau-Montréal ou encore à l'exposition collaborative d'un œil différent qui a lieu à l'Écomusée du Tiers-Monde. On va également faire une exposition d'art virtuel cet été. Donc, dans quelques semaines, ça sera présent. C'est vraiment nos membres qui font les œuvres. Ça nous permet de soutenir leur participation sociale, leur visibilité aussi à ce niveau-là. On a même de l'improvisation et un tout nouveau cours d'informatique. En ce moment, on fait du soutien informatique, mais on va faire en sorte que nos membres qui participent soient tous au même niveau, au niveau technologique. Comment ça fonctionne? Est-ce que les participants, dans le fond, choisissent par eux-mêmes quel type d'activité qui les intéresse? Oui, c'est à la carte, en fait. C'est sûr que pour le soutien informatique, dès qu'ils nous disent qu'ils ont un problème à faire un courriel ou on les met sur la liste en leur disant, là. Mais sinon, on y va avec un formulaire d'inscription que je fais avec eux au téléphone ou quelqu'un le fait avec eux. Pour aller chercher leur information de base, mais aussi leurs intérêts, leur premier choix, deuxième choix, etc. Et puis, on fait différents groupes quand l'activité est trop populaire. Donc, c'est possible qu'il y ait une activité qui a lieu chaque semaine, mais pour une personne inscrite dans le groupe 1, ça va être aux 2 semaines. Il va y avoir entre 6 à 12 semaines d'ateliers, dépendamment de l'atelier. J'entends dans ce que tu me dis qu'il y a certaines activités qui sont plus populaires que d'autres. Est-ce que tu as un exemple d'activité qui est beaucoup appréciée? Oui, en ce moment, on a Brin Jazzette qui déborde de gens, là. D'habitude, j'accepte 10 personnes, mais je pense qu'on est rendu à 20. Fait que ça travaille les tours de parole. Mais sinon, il y a aussi Quiz et Jeux qui est très populaire. On a fait quelque chose qui s'apparente à La Fureur hier. C'était très musical. Et dans le fond, là, avec le contexte particulier en ce moment, est-ce que vous adaptez toutes les activités que vous êtes capable d'adapter à un format à distance ou comment ça affecte un peu vos activités, là, la réalité de la COVID-19? Tellement une bonne question, là. Je te dirais qu'il y en a quelques-uns qui ont sauté comme la cuisine collective qui avait lieu dans un lieu particulier. C'était déjà un petit groupe, fait qu'on va voir pour l'automne, mais on continue quand même à faire du théâtre, imaginez-vous. On fait quand même de l'art visuel. C'est sûr que c'est du matériel que les membres ont chez eux là, qui est utilisé, mais on redouble de débrouillardise pour ça. Mais oui, on continue avec la plupart. Puis c'est sûr que j'ai rajouté des ateliers qui sont un peu plus ludiques pour changer un peu les esprits, justement, avec quiz et jeux, mais aussi une activité d'exercice physique qui a lieu à chaque semaine. Puis, je me pose la question, en fait, je dirais dans la population générale, la situation de la crise sanitaire a forcément amené beaucoup d'anxiété, d'angoisse, surtout dans les premières semaines où on ne savait pas trop ce serait quoi l'ampleur de cette crise-là. Ça chamboulait beaucoup notre routine. Je peux m'imaginer que pour certaines personnes qui ont une déficience intellectuelle, ça devait être quand même tout un défi. Et de s'assurer de leur compréhension aussi des mesures. Évidemment, j'écoutais à chaque jour les conférences de presse pour les mettre à jour. J'essayais de m'informer aussi sur le développement du vaccin, ce qui est encore le cas. Fait que au niveau de la compréhension, au niveau de que eux appliquent aussi les mesures sanitaires, mais aussi, oui, on brise l'isolement avec des coups de fil. Dans le fond, ils peuvent m'appeler. S'ils veulent, je vais leur répondre, leur demander comment ils vont, puis on continue dans notre mission, même ceux qui sont un petit peu moins connectés à Zoom, par exemple, c'est sûr. Super, on aura l'occasion à la fin de l'épisode là, de partager les manières de vous contacter. Un autre aspect que tu parlais aussi, Cynthia, que je trouvais intéressant, vous me semblez avoir beaucoup de partenariats. Vous parliez de, tu sais, par exemple, si vous faites du théâtre, est-ce que vous fonctionnez, disons, avec des partenaires, des gens qui proviennent du milieu du théâtre ou encore pour la Maison de la Culture ou des trucs comme ça?
Oui, je peux vous dévoiler des petits secrets qui sont pas tant des secrets. Ça fait quelques années qu'on fait un partenariat avec Claudia Urtubise et Patrick Baby, qui sont des comédiens québécois, et avec Chantal Lamarre, qui a été notre animatrice de la soirée de théâtre Droit devant de 2019. Celle de 2020 était supposée arriver en avril, donc ça va être repoussé, qui sait quand. Mais voilà, on a ce partenariat-là qu'on présente à la Maison de la Culture. Au niveau du théâtre, on espère là, dans le futur là, faire le tour de quelques maisons de la culture avec quelque chose de bien monté, disons. On a aussi fait des vidéoclips l'été passé, entre autres avec Marco Cagliari. Et dans le cadre de notre 40e anniversaire de l'organisme, on a fait un vidéoclip et une chanson qui a été, je pense, écrite par un parrain, il me semble, un parrain civique. Super. Puis, je vais revenir à Cécile. En fait, j'avais une question que j'avais envie de poser. C'est Parrainage civique Montréal, c'est un organisme qui est régional, mais vous ratissez jusque où, disons, là, est-ce que c'est dans la grande région de Montréal ou... Effectivement, il y a beaucoup de parrainages civiques dans la région et notre secteur pour les bénévoles, il n'est pas si limité que ça. Par contre, pour les membres filiales, effectivement, c'est un peu comme si l'île de Montréal était coupée en trois. La partie ouest est dépendante d'un autre organisme, la partie est encore d'un autre. Et nous, c'est plutôt finalement ce qu'il y a au milieu, en dépassant aussi sur le sud avec Verdun, Villemar-Côte-Saint-Paul, tout ce qui est vers La Salle. Et un petit peu aussi sur le bas de Laval, en fait. Ouais, je vais passer maintenant à Mathilde. Avant qu'on procède à l'enregistrement de l'épisode d'aujourd'hui, tu me parlais d'une application, une application web, en fait, adaptée aux personnes ayant une déficience intellectuelle sur laquelle tu travailles. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette application-là? Oui, absolument. En fait, pour ce projet-là, on s'est inspiré d'un livre qu'avait écrit le parrainage civique avec d'autres organismes communautaires. Ce livre, il s'appelle Petit guide pour vivre dans la joie et le plaisir. En fait, il est découpé en 8 chapitres et ces chapitres traitent de la vie quotidienne, tout ce qui peut être vécu par des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, on s'est vraiment inspiré du contenu puis détaché aussi petit à petit parce que maintenant l'application elle comporte 14 volets. Fait qu'on a vraiment créé du contenu. Ce qu'il faut savoir de l'application, c'est que c'est vraiment un outil qui est adapté à des personnes adultes qui ont une déficience intellectuelle. Elle sera téléchargeable gratuitement sur tous les supports en fait. Fait que tu peux l'utiliser sur ta tablette, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, Android, Mac. Il n'y a pas de limite. Et pour le contenu, en fait, l'application est divisée en 14 volets. Fait que ça, pour te donner des exemples, il y a l'estime de soi, les relations amicales, les relations amoureuses, la prévention à la sexualité, comment gérer ses finances, etc. Et puis l'application là va sortir dans quelques semaines, donc on commence à avoir très très hâte. On a commencé à travailler dessus en septembre dernier, donc c'est un projet qui s'est étalé sur presque un an. Et c'est ça, quand on a pensé l'application, on avait vraiment envie de créer un outil qui soit éducatif. Fait que dans le contenu de l'application, on va vraiment proposer des astuces pour que les personnes réussissent à gérer des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie quotidienne, qu'ils adoptent aussi des habitudes de vie un peu plus saines, donc une bonne hygiène, une bonne santé, faire du sport, etc. Donc ça, c'est vraiment les objectifs de l'application. On avait aussi envie de continuer à faire de la sensibilisation, donc sensibilisation au handicap, puis vraiment à la différence en général. L'application, elle est animée par des petits personnages en 3D. Chaque personnage donc présente une déficience intellectuelle et on a essayé de faire des personnages qui sont issus de la diversité, donc différentes couleurs de peau, différentes orientations sexuelles, différents handicaps. Et puis ça va vraiment être un outil interactif, ludique. C'est pas un jeu, c'est vraiment comme un outil éducatif, mais c'est quand même assez interactif. Il y a des choix de réponse, il y a des mises en situation. On essaye de produire un outil qui va être le plus adapté possible aux personnes, ce qui est pas facile parce qu'évidemment les personnes qui ont une déficience intellectuelle, c'est un spectre très large
et tout ça. Donc, il a vraiment fallu s'adapter. On a fait des parties où c'est un petit peu plus de la lecture. On a fait des parties où c'est plus des choix visuels. Il y a beaucoup d'illustrations. Il y a des pictogrammes aussi, donc des petites images qui vont accompagner le texte pour aider à la compréhension. Et c'est vraiment un outil qui va être évolutif, on l'espère. On va pouvoir faire des mises à jour dessus régulièrement pour l'améliorer finalement. Et c'est ça, c'est vraiment un outil aussi qu'on a pensé avec des accompagnateurs en fait. C'est sûr que si les personnes se sentent capables de l'utiliser seules, il y a vraiment pas de problème, mais on l'a aussi pensé en jumelage, j'ai envie de dire, avec notre atelier informatique au parrainage civique. Donc, pendant cet atelier, il y a une intervenante qui va être là, qui va aider les personnes à prendre en main l'application, à comprendre vraiment le contenu. Et cette activité va être divisée en 2 parties. Donc, il va y avoir vraiment une partie plus théorique où elle va revenir sur tous les thèmes qui sont abordés dans les différents volets de l'application. Et une partie plus pratique où ils vont pouvoir tester l'application ensemble puis en parler en petits groupes. Ce sera vraiment plus facile, je pense, pour les membres d'utiliser l'application avec cette activité-là. Donc, est-ce que c'est une application qui est pensée plus spécifiquement pour les membres qui fréquentent l'organisme ou ça pourrait quand même être utilisé at large par plus de personnes? Oh non, ça va être téléchargeable par tous, là, il y a vraiment pas de problème. Après, on va proposer aux organismes communautaires qui vont, par exemple, utiliser cette application de nous contacter pour qu'on les accompagne justement, qu'on leur montre comment nous on a fonctionné avec cet atelier d'informatique pour que pourquoi pas ils fassent la même chose chez eux pour vraiment accompagner les membres. Puis après on invite aussi les familles à l'utiliser avec leurs enfants. Ça peut être vraiment un accompagnement par tous là, mais dans les CIUS aussi ça peut être un super outil à utiliser. Bien. Puis, l'idée de cette application-là, c'est né, comment c'est né? C'est sûr que nous, on s'est rendu compte, ça fait un moment déjà, qu'il y a vraiment une exclusion numérique de notre public. Ils n'ont pas forcément accès aux outils numériques ou alors ils ne savent pas les utiliser. Donc, il y avait vraiment une urgence à proposer donc cet atelier d'informatique pour justement les inclure dans notre société. Et puis, je pense que c'est important qu'ils apprennent à utiliser ces outils-là parce que, enfin, on le voit dans la situation actuelle avec le Covid. S'ils n'avaient pas accès à Zoom, s'ils n'avaient pas accès à Skype, à Facebook, etc., ils seraient encore plus isolés. Donc, c'est sûr que là, on vit une situation comme de crise, là, mais même dans leur vie de tous les jours, ce sera important pour plus tard qu'ils sachent utiliser tout ça pour joindre leur famille, joindre leurs amis, rester connectés. Très bien. Puis j'aimerais qu'on prenne le temps de... En fait, la question est adressée à vous trois. Je me demandais, est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont marqué ou au fil du temps, dans les dernières années que vous travaillez à Parrainage Civique Montréal, de parrainage ou de, je sais pas, d'un participant, d'une participante à travers son cheminement puis sa présence au sein de vos activités? Ouais, Vas-y, Cynthia. c'est gentil. OK. Donc, pour répondre à ta question, je me rappelle d'un moment touchant où est-ce qu'une membre qui est tellement anxieuse, tout le temps en train de me poser des questions, de dire que ça va pas bien, de faire presque des crises de panique, on l'a amenée à la plage Jean Doré. Quand elle nageait, là, c'était de toute beauté. Elle était relaxée, elle était heureuse, elle riait. On s'est tout de suite dit, moi puis la personne à l'intégration, au jumelage, là, ça lui prend une marraine qui aime aller nager. Ça va changer sa vie. Donc, je pense que par nos activités concrètes, on a vraiment un impact dans la santé mentale de nos membres. Moi, ça m'a beaucoup touchée, ce moment-là. Mathilde, tu avais une histoire aussi que tu avais envie de partager. Oui, moi j'ai un membre qui m'avait partagé vraiment sa relation avec sa marraine civique
Et en fait, j'ai trouvé ça super touchant parce qu'ils peuvent évidemment évoluer comme ils le veulent dans cette relation d'amitié, mais leur relation à eux, c'est vraiment comme une famille. La marraine l'a présenté au reste de sa famille, puis ils se retrouvent tous les étés dans le chalet de sa marraine civique, puis ils font plein d'activités ensemble, puis j'ai trouvé ça... Enfin, c'est justement... C'est une belle histoire, je trouve, de jumelage. C'est ça. C'est vraiment ça devient un membre de la famille et je pense que les membres ont tendance à voir ça aussi comme ça. C'est pas juste une relation d'amitié, ça va presque au-delà de ça après. Oui, tout à fait. Je sens bien à travers vos réponses à quel point euh, le fait d'avoir à la fois des activités, puis à la fois aussi du jumelage, à quel point ça peut apporter dans la vie de quelqu'un, d'avoir des choses stimulantes comme ça. Euh, J'aimerais qu'on prenne le temps maintenant d'aborder un peu l'aspect de la défense des droits. Parce que quand je visitais votre site internet, j'ai vu que c'était quand même une partie de pas des services, mais au cœur quand même des pratiques, je dirais, de l'organisme. D'abord, Cécile, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet pour lequel je t'ai laissé en attente en début d'émission, la sensibilisation citoyenne. Est-ce que tu pourrais me parler un peu des besoins de sensibilisation citoyenne sur le sujet de la déficience intellectuelle et quels sont les principaux mythes et défis en 2020 en lien avec la déficience intellectuelle? La déficience intellectuelle, c'est un état que je qualifierais non pas de méconnu, mais en fait de mal connu. Parce qu'on dirait que dans l'imaginaire de beaucoup, la personne vivant avec une déficience intellectuelle est très différente de soi. Or, elle n'est pas plus différente d'une personne X par rapport à une personne Y. Nous sommes tous des êtres humains avec des désirs, comme l'amitié par exemple, des occupations, des particularités, et la déficience intellectuelle est finalement qu'une particularité. C'est la méconnaissance qui entraîne les jugements, qui sont souvent vécus par les membres, et une mauvaise intégration dans notre société. Et la sensibilisation citoyenne prend son sens là-dedans. Elle se veut comme une forme de diffusion de messages éducatifs dans une vision solidaire et humaine. Très bien. Mathilde, il y a une cause pour laquelle le Parrainage civique Montréal est plus particulièrement impliqué depuis 2018, c'est le mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la raison d'être et les objectifs de ce mouvement-là? Oui, donc c'est le mouvement PHASE, donc Personnes handicapées pour l'accès aux services. Donc c'est une coalition qui existe depuis 2006, donc ça fait quand même un petit moment. Puis leur mission, c'est vraiment de mobiliser les personnes en situation de handicap et leurs familles pour qu'ils défendent leurs droits d'accès à des services sociaux et de santé. Donc l'objectif de PHASE, c'est vraiment d'obtenir des services publics de qualité qui répondent aux besoins des personnes et dans des délais acceptables. Donc c'est souvent une revendication qui revient souvent parce que ça bouge petit à petit, mais il y a des listes d'attente interminables pour les services spécialisés et les personnes en ont besoin maintenant, pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est maintenant qu'on en a besoin. Et c'est très présent dans les revendications de PHASE. Donc, ils organisent souvent des actions, des mobilisations. Donc, ils font appel aux organismes communautaires puis à leurs membres. Donc, nous, au Parrainage civique, on a monté un comité mobilisation donc, qui est composé de membres filleuls. Puis, on les invite à venir à ces mobilisations-là. Parce qu'il me semble que c'est important qu'ils soient là pour défendre leurs droits, puis aussi pour prendre la parole s'ils ont envie de le faire. C'est pas à nous de parler tout le temps pour eux. Il faut aussi qu'ils soient là, qu'ils soient présents, puis qu'ils défendent leurs droits. Cynthia, j'ai vu que l'aspect de la défense des droits pouvait parfois être abordé lors de certaines activités avec les membres. Comment contribuez-vous à outiller les personnes ayant une déficience intellectuelle? Et ça fait du pouce un peu en même temps sur ce que commençait à nous parler Mathilde. Donc, comment contribuez-vous à outiller les personnes ayant une déficience intellectuelle à connaître leurs droits ou encore la défense de leurs intérêts, par exemple?
Faut dire que c'est vraiment d'actualité. Au parrainage, par exemple, j'ai donné à l'atelier Vivre heureux et en santé cette semaine une activité où est-ce qu'on reformule, on explique, on donne des exemples par rapport à des droits qui sont inclus dans la Charte des droits et libertés de la personne. C'est à petite bouchée qu'on y va parce que c'est ardu même pour la population en général, j'ai l'impression. Donc, je vais en faire une série d'ateliers pour que la personne saisisse vraiment autant qu'une autre là, ses droits et puisse reconnaître donc quand il y a des injustices. J'ai aussi obtenu une formation à Action Autonomie sur l'empowerment et l'autonomisation des personnes quand elles veulent faire des démarches suite à une injustice dans la réception de services sociaux ou de soins. Fait que j'ai partagé à toute l'équipe, dont les animateurs et animatrices, les références d'Action Autonomie qui, eux, offrent des conseils personnalisés au téléphone ou sur rendez-vous au besoin. Ça peut être des références aussi. Donc, j'ai déjà fait ça en m'assoyant autour d'une table avec une membre ou deux là, qui me disait qu'il y avait eu des injustices dans leur vie. Donc, je les outille à ce niveau-là. Et puis, on a aussi eu des ateliers sur le consentement, la protection et sur les relations intimes saines, entre autres avec l'organisme qui spécialise là-dedans, qui s'appelle l'Anonyme. On a aussi utilisé du matériel éducatif de SOS violence conjugale en atelier. Les membres ont eu un jeu pas si facile, pas si léger que ça, mais pour en parler. Puis on a eu ce matériel éducatif-là qu'ils ont pu le reprendre pour la maison. Ils ont même, dans le fond, un affiché, un autocollant avec les numéros de téléphone de SOS violence conjugale. Bref, on va outiller les membres à utiliser les services appropriés, à les connaître, puis en plus de mieux comprendre le vocabulaire qui est utilisé. Puis moi, comme coordonnatrice, j'ai le pouvoir de prendre des notes. Dans le fond, c'est bien important, en cas de défense judiciaire, de prendre des notes quand nos membres parlent de sujets sensibles dans leur vie. Je peux aussi faire des appels pour m'informer auprès des intervenants, faire des suivis. Mais notre rôle, c'est surtout d'encourager la personne dans ses prises de conscience des injustices, puis de se mettre aussi en action, d'encourager la personne à y aller puis à le faire là, quand on voit que sa situation a besoin. Oui, je trouve ça intéressant. Encore une fois, on voit que vous avez beaucoup de partenariats, encore une fois, que ce soit pour donner des ateliers, des formations, outiller les membres. Je trouve ça vraiment intéressant, ce qu'on a discuté aujourd'hui. Je rappelle que les auditeurs qui seraient intéressés à en connaître davantage sur vos services peuvent se rendre au www.parrainagemontréal.org. Avant de poursuivre, je me demandais si en début d'entrevue, là, vous me parliez qu'il y a un nombre de bénévoles élevé, un point que les bénévoles sont appelés à voir avec quelle personne ils fitteraient ou des trucs comme ça le plus. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas à la recherche de nouveaux bénévoles ou vous êtes constamment à la recherche de bénévoles? En fait, on est constamment à la recherche de bénévoles parce que ce qu'on n'a pas beaucoup, ce sont des nouveaux bénévoles. On en a très peu qui frappent à notre porte à chaque semaine. Par contre, on a beaucoup de personnes sur liste d'attente, donc des filleuls, qui attendent d'avoir un parrain ou une marraine. On invite toujours, bien sûr, de nouveaux membres à nous rejoindre. Mais c'est vrai que notre gros combat, c'est d'essayer de sensibiliser la population à regarder au fond d'eux-mêmes s'ils ont ce temps, cette capacité et cette envie de rencontrer une personne vivant avec une déficience intellectuelle et de créer un lien. Donc c'est vrai que c'est ça notre petit combat, notre cheval de bataille, c'est d'essayer de recruter des bénévoles. Oui, puis j'imagine que autant pour le parrain-marraine que pour le filleul, la filleule, c'est de trouver les bons matchs, dans le fond, pour que dans la durée, puis dans ce qui va être vécu, que ça soit agréable et porteur et durable dans le temps. Avant de conclure, j'aimerais vous entendre à savoir comment on doit procéder justement si une personne serait intéressée à se joindre à vous, si serait intéressée à s'engager comme parrain ou comme marraine. Puis aussi, comment une personne qui vit avec une déficience intellectuelle
peut entrer en contact avec Parrainage Civique Montréal et profiter de vos services et de vos activités offertes? Ouais, pour nous joindre, c'est simple. Vous pouvez nous appeler au 514-843-8813 au poste 1 et vous rendre également sur notre site internet, comme vous disiez tantôt, donc www.parrainagemontréal.org. Il y a une rubrique S'impliquer pour les futurs bénévoles et c'est un site qui est quand même très bien fait, très fourni, très actualisé de photos, de témoignages, qui est très riche et qui permet de se donner une idée. Et vraiment, soyez nombreux, on sera ravis, toute notre équipe, de vous accueillir, de répondre à vos questions, de pouvoir vous intégrer dans notre organisme. Et finalement, c'est la même chose pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Contactez-nous parce que c'est qu'ils soient eux capables de le faire ou avec leurs proches aidants. Appelez-nous et on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Très bien, Cécile, Cynthia et Mathilde, je vous remercie d'avoir pris le temps de participer au podcast du Grand Plateau et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets, à vous trois ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de Parrainage Civique Montréal. Merci. Merci. Merci, c'est apprécié.